France Culture, Book Club. Nicolas Herbeau. Il y avait d'un côté les victimes, nos absentes, comme les nomme la journaliste Lorraine Descartes sur la couverture de son livre Enquête qui nous mène à l'origine, dit-elle, des féminicides. Et de l'autre, les bourreaux, nos pères, nos frères, nos amis. Le titre du travail du reporter Mathieu Palin qui s'est plongé dans la tête des hommes violents. 2 livres racontés à la première personne. Une évidence pour le Book Club de créer cette rencontre, de mettre ces livres en écho pour essayer ensemble de comprendre. C'est la femme des fois qui cherche, hein. Faut pas croire. Après, moi, ma femme, jamais je l'ai frappée, hein. Et j'en suis sûr. Parce que je lui aurais mis une claque, elle serait à l'hôpital, c'est sûr et certain. J'aurais pété la mâchoire. Bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Auteur, journaliste, vous publiez donc Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents aux éditions Les Arènes. On vient d'entendre Mustapha, c'est un extrait de votre série documentaire sur France Culture intitulée Des hommes violents. Ça a été diffusé il y a 3 ans maintenant, en 2019. C'est le début de votre enquête, en fait, qui va donner ce livre aujourd'hui. Oui, c'est une série qui m'avait pris pas mal de temps d'immersion dans un groupe de parole à Lyon, d'hommes un peu particulier parce que c'est des hommes qui ont été déjà condamnés pour des violences conjugales, qui ont fait pour l'immense majorité d'entre eux de la prison et qui sont suivis pour essayer de, non pas vraiment de les faire changer, mais en tout cas qu'ils ne récidivent pas. Et ce qui était frappant pour moi, c'est le cas de le dire, c'était de réaliser que la phrase toute simple que j'étais venu chercher dans un groupe de parole qui était dans ma tête un peu fondée sur la base des alcooliques anonymes, de dire bonjour, je m'appelle Mustapha, Mathieu, et j'ai tel âge et je frappe ma femme. En fait, c'est une phrase que j'ai jamais entendue, parce que le déni qu'on vient d'entendre est trop fort et trop présent. Les groupes de parole d'hommes, le déni, on les retrouve aussi dans votre livre, Lorraine Descartes, bonjour. Bonjour. Membre du collectif de journalistes indépendantes, les Journalopes, et donc autrice de Nos absentes, à l'origine des féminicides aux éditions Seuil. Vous aussi, vous êtes allé dans ces groupes de parole. Pourquoi c'était important de donner cette parole? Et on va en discuter ensemble parce que ça a posé beaucoup de questions, notamment aussi dans votre travail, Mathieu. Lorraine Descartes d'abord. Oui, effectivement, je suis allée dans ce qui s'appelle un groupe de responsabilisation. Je pense que le mot, il est important parce que c'est tout l'enjeu en fait de ces groupes qui permettent à ces hommes auteurs de violences conjugales de réfléchir à leur rapport à la violence, c'est-à-dire de reconnaître en général, puisque c'est dans un cadre judiciaire, ce pourquoi ils ont été interpellés, mais aussi toute la dynamique qui a permis, entre guillemets, de conduire à ces violences, puisqu'il faut savoir, et c'est aussi ce que tu dis Mathieu, dans le livre, c'est que évidemment, en fait, il n'y a aucun auteur de violence conjugale qui pense l'être ou qui entame une relation, ou très peu en tout cas, qui entame une relation en se disant je vais finir par violenter la personne que j'aime. Et c'est bien tout ce paradoxe que j'ai voulu documenter aussi dans ce livre, qui reprend 7 années d'enquête, de reportage sur les féminicides et les violences conjugales en France. Pour moi, c'était important de donner la parole aux victimes. C'est elles les héroïnes de mon livre, évidemment. Je voulais plus que ça se résume à quelques lignes dans la presse, mais effectivement, pour raconter et pour comprendre, il fallait aussi aller du côté des responsables de ces actes, que ça soit dans des tribunaux avec des meurtriers pour les affaires de féminicide ou alors effectivement dans ces groupes de responsabilisation. Ce qu'on lit avant peut-être de parler de votre travail de journaliste à tous les deux, et comment est-ce que à 30 ans et quelques mois, on arrive à écrire et à s'emparer de ce sujet-là, parce que c'est aussi l'une des questions qu'on s'est beaucoup posées en préparant cette émission. Ce déni sidérant, ça vient aussi de la banalité. C'est eux qui se considèrent, ce sont eux qui se considèrent comme les victimes de ce système judiciaire et non plus les femmes. Il y a un retournement complet. Mathieu Palin. Oui, et pour moi, le déni que j'entendais, je le lis quand même beaucoup aussi au phénomène assez récent, le mouvement MeToo, qui a pris une ampleur mondiale que j'imagine peu de gens avaient anticipé. Et ces hommes, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas être vraiment fiers d'avoir frappé leur femme. Et peut-être il y a 40 ou 50 ans, il l'aurait dit beaucoup plus librement. Il dit oui, je l'ai frappée et de toute manière, elle le méritait. Mais ce déni, cette incapacité à dire je l'ai frappée,
il résonnait aussi avec une autre phrase que j'entendais beaucoup, qui était de dire, de toute manière, aujourd'hui, les femmes ont le pouvoir, elles sont à la tête de la justice, elles ont nos vies entre leurs mains et elles veulent se venger de tout ce que les hommes leur ont fait subir depuis des siècles. Et cette posture-là, victimaire, elle était bien entendu tout autour du déni qui était la base un peu centrale sur laquelle ils construisaient leur discours. Et j'avais du mal à ne pas la lier à ce mouvement MeToo qui nous concerne tous et qui est là depuis maintenant plusieurs années. Dans les paroles des hommes que vous suivez dans ce groupe, il y a aussi la difficulté de s'exprimer, en fait, de dire face à d'autres hommes qui ont été violents ce qu'on a fait. Vous aussi, Lorraine Descartes, vous avez pas entendu, du coup, ces aveux, en fait. En tout cas, c'est des mots sur ce qu'ils ont fait. Oui, en fait, le principe de ces groupes qui ont été, enfin, le modèle. Excusez-moi. En gros, ces groupes, c'est important de le dire. Évidemment, il y a le contexte de MeToo, mais il y a aussi le Grenelle des violences conjugales, puisque à l'issue de ce Grenelle, il y a une trentaine de centres pour la prise en charge et la responsabilisation des auteurs de violences conjugales qui ont été développés dans le pays, sur le modèle du centre Clotaire à Arras, du Homme des Rosati, où j'ai fait donc mon immersion. Et effectivement, au départ, quand on se retrouve dans cette salle avec ces hommes, voilà, qui sont avec des profils sociaux divers, il y avait un électricien, j'ai aussi un directeur dans le livre, un ancien militaire, un comptable, etc. Il y a effectivement, dès le départ, et c'est au cœur même en fait, de la mécanique des violences conjugales, cette inversion de la culpabilité, c'est-à-dire les victimes se culpabilisent, les auteurs se victimisent. Et il y a aussi effectivement toute la mécanique de la minimisation. On en est sur « elle l'a bien cherché, j'ai été poussée à bout ». Ça, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un électricien qui a violenté sa femme quand elle essayait de rebrancher la box Internet. On est dans ce quotidien-là, dans cette violence. On va essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on devient violent avec les témoignages que vous avez rapportés. D'abord, peut-être sur le livre de Mathieu Palin, nos pères, nos frères, nos amis. Ce ne sont pas des monstres, nous dit Ayla, l'une de nos lectrices, mais ce sont des mecs normaux. Écoutez-la. J'ai beaucoup aimé le dernier livre de Mathieu Palin parce qu'il permet de mettre de la nuance dans cette image de monstre qu'on se fait des hommes violents. C'est le plus gros des problèmes, et comme il l'explique très bien, c'est que on ne regarde pas, on ne les écoute pas, on ne sait pas qui ils sont, on s'imagine que ce sont des personnes monstrueuses, des personnes hors normes, alors que toute la problématique vient du fait qu'en fait ils sont terriblement normaux. C'est un livre qui fait mal au ventre, mais qui est important, essentiel, pour véritablement ouvrir les yeux sur la problématique des violences conjugales. De la nuance, ça ne veut pas dire que, évidemment, leurs gestes ne sont pas monstrueux, mais que eux, ça peut être nos pères, nos frères, nos amis, comme le dit votre titre, Mathieu Palin. Oui, et sans vouloir justifier à tout prix le titre, il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'on ne parle pas de monstres sanguinaires comme on pourrait parler d'un serial killer qui terroriserait une région. On estime qu'il est possible de multiplier par 4 ou 5 le chiffre de 220 000 femmes victimes de violences par an, qui est un chiffre qui est basé sur des plaintes, pour avoir le chiffre réel. Donc on est plutôt autour du million de femmes victimes de violences. Et donc, en retournant ce chiffre, on a rapidement 1 million d'hommes violents chaque année dans ce pays, dans le cercle intime du couple, de la famille. Et il n'y a pas 1 million, il y a environ 25 millions d'hommes en âge d'être en couple dans ce pays, de plus de 15 ans. Donc 1 million sur 25, heureusement pour nous, ce ne sont pas 1 million de monstres. Mais le problème, c'est que si on accepte de dire que ce sont nos pères, nos frères, nos amis, alors il faut que tous ensemble, on accepte aussi de revoir la manière dont on regarde la violence et les violences conjugales, parce que s'ils sont violents, c'est aussi parce qu'on les autorise à l'être. Et c'est le point, je pense, qui est le plus frappant là-dedans, c'est que l'homme violent, c'est d'abord un mec normal. Vous dites, Lorraine Descartes, qu'en 16 ans, 2228 femmes ont été tuées au sein d'un couple. Ces deux chiffres que vous nous partagez ce midi, c'est ça la réalité que vous avez voulu montrer aussi dans ce livre enquête ? Oui, le chiffre sur les violences conjugales
perpétrés sur des femmes adultes, c'est 213 000 et c'est tiré d'une enquête nationale, l'enquête Virage. Et effectivement, il y a plus de 2000 femmes qui ont été tuées depuis le début des statistiques. Il faut savoir en fait que ça fait très peu de temps qu'en France, ça fait que depuis 2006 en fait que le gouvernement fait paraître sous le nom des rapports des morts violentes au sein du couple. Ça fait que depuis 2006 en fait qu'on peut savoir exactement quelle est la proportion de femmes et d'hommes tués au sein du couple et aussi de pouvoir le comparer au nombre total d'homicides. Quand on s'intéresse aux femmes tuées en France dans tous les contextes, que ça soit féminicides conjugaux ou d'autres formes de féminicide ou de meurtre, on se rend compte en fait que près de la moitié des femmes, en 2019, c'est l'année où j'ai fait les calculs, avaient été tuées dans un cadre conjugal, que ce soit par un conjoint ou par un ex-conjoint, puisqu'on sait que le contexte de séparation accentue les violences, notamment les violences physiques. Cette idée qu'on aujourd'hui mesure ces chiffres, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, ça veut dire aussi que les choses ont changé. Alors allons sur l'idée de ces deux livres, l'idée quand on est jeune journaliste à 30 ans de s'interroger et de raconter cette enquête à la première personne, une façon aussi de vous interroger vous-même, tous les deux sur ce sujet. Lorraine Descartes, au début de votre livre, vous dites « Les victimes se plaignent des journalistes qui font, je cite, de la littérature sur nous ». Vous citez des autrices notamment, comme la féministe Sophie Gorion qui répertorie les... Sans rapport avec cette remarque. Les mots tuent, bien évidemment. Non, évidemment. Vous citez d'autres exemples de presse qui banalise les féminicides, les traite comme presque quelque chose d'amusant durant de nombreuses années. Les choses sont en train de changer. Oui, bien sûr, effectivement. Et je pense que ce livre, ça retrace aussi 7 ans d'évolution d'un traitement médiatique qui a toujours un petit peu ses défauts. J'ai vu récemment sur 20 minutes un titre qui se permettait de faire de l'humour et de comparer une scène de violence conjugale à une histoire d'omelette. Mais quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'était effectivement assez catastrophique. On faisait de l'humour, mais en fait, au-delà de ça, il y avait aussi toute cette fiction du drame passionnel, du crime passionnel, etc. Et c'était une lecture, en fait, qui pouvait romanticiser, on va dire, pardonnez-moi le néologisme sur France Culture, des crimes, en fait, et on en arrivait presque à avoir une lecture dans le fait divers. Je ne parle pas évidemment de tous les journalistes, mais en tout cas assez massivement, une lecture qui assimilait ce passage à l'acte létal à une forme d'amour. Et je voudrais citer l'exemple de la famille de Géraldine Soyer. Géraldine Soyer, c'est quelqu'un qui est très important dans ce livre. C'est la première affaire de féminicide conjugal sur laquelle j'ai écrit en France. Elle a été tuée en 2016 dans la montagne de Reims. Et la première fois que je suis allée voir la mère de Géraldine Soyer, une grand-mère, elle m'a sorti le journal local. Elle m'a montré la photo du mariage en robe blanche de sa fille qui était utilisée pour illustrer l'article qui annonçait la mort de sa fille. Et par la suite, la fille de Géraldine Soyer, donc la petite fille, qui est aussi dans le livre, puisque je l'ai rencontrée une fois à l'âge adulte, qui me permet de raconter aussi beaucoup de choses sur le devenir des orphelins et des orphelines de féminicide, qui me dit en fait qu'à la sortie de son lycée à l'époque, il y avait des journalistes qui la harcelaient, qui l'attendaient. Mathieu Pellin, vous aussi, vous avez mené une forme d'introspection personnelle et professionnelle. Vous dites, quand vous avez fini vos études de journaliste, ce n'étaient pas des sujets qui vous intéressaient ou qui, en tout cas, vous donnaient envie de travailler et d'écrire et d'approfondir et d'enquêter. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement ? À quel moment vous vous êtes dit, il se passe quelque chose dans la société et ça me concerne aussi ? Je pense que c'était inconscient. Je ne me suis pas dit en sortant de l'école, ça c'est des sujets de femmes et je ne vais pas m'en occuper parce que je suis un homme et donc je vais m'occuper de sujets journalistiques virils. Mais de fait, et je pense que comme beaucoup de gens, j'ai été rattrapé par le mouvement MeToo qui m'a obligé aussi à me poser des questions. Quand l'affaire Weinstein a éclaté, que j'ai commencé à suivre cette histoire et surtout quand j'ai vu que le mouvement, au lieu d'être balayé par une vague de nouvelles informations est resté, j'ai réalisé que ça faisait quasiment 10 ans que j'étais journaliste et que j'avais pas écrit ne serait-ce qu'une brève, ne serait-ce qu'une ligne qui pouvait rentrer dans ce qu'on appelle communément les violences faites aux femmes. Donc je me suis dit, pour un journaliste qui en plus n'a jamais été spécialiste de rien, j'ai jamais été chef dans une rubrique, ni au sport, ni à quoi que ce soit, donc théoriquement j'aurais pu écrire sur tout. Et c'était pas le cas. Et j'avais beaucoup écrit sur des sujets, peut-être dans ma tête, que j'associais à des sujets
qui me correspondaient, que ce soit la prison, la détention, l'enfermement, le sport aussi, mais jamais sur les violences faites aux femmes, jamais sur les viols, jamais sur les violences conjugales, jamais sur le harcèlement. Et donc je me suis posé la question de presque une remise en question, de savoir comment j'ai pu passer à côté de ça. Et j'ai commencé à poser des questions aussi à ma mère, parce que cette histoire de MeToo, elle concerne aussi les femmes qui y a autour de moi. Alors justement, c'était le début de cette longue enquête dont on parlait tout à l'heure. On va écouter l'extrait de votre maman qui vous répond à cette question, puisque vous parliez de MeToo. Est-ce que toi aussi, tu peux dire MeToo? Quand j'étais plus jeune, j'étais babysitter pour une famille très aisée et qui sortait assez souvent, qui faisait appel à des services pour garder leurs enfants. Et quand ils rentraient tard, le père me raccompagnait chez mes parents, je devais avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et un soir, sur le trajet du retour, il m'a sauté dessus, il m'a embrassé de force, il a essayé d'abuser de moi, quoi. Et du coup, je me suis débattue, et puis finalement, je pense qu'il a dû revenir à la raison, enfin je ne sais pas par quel miracle, il a repris ses esprits, et puis ça s'est arrêté là, mais ça aurait très bien pu beaucoup plus mal finir, quoi. On peut pas faire grand-chose, quoi. Et ça, tu l'as déjà dit? Non. Les hommes violents, réalisation Cécile Lafont, extrait donc de ses Pieds sur terre, diffusé en novembre 2019. Qu'est-ce qu'on se dit quand votre mère vous répond ça? Je me souviens que la question d'après, j'avais dit, mais même papa, tu lui as pas dit? Et elle m'a dit, non, je l'ai jamais dit à personne. Et c'était tellement la copie conforme de ce que je lisais par ailleurs dans la presse, sur toutes ces femmes qui criaient à ce moment-là, ce monde n'est pas celui qu'on veut, on doit raconter ces histoires, enfin être écouté, que je me suis dit, t'es passé à côté pendant 10 ans, peut-être que là, maintenant, tu as une occasion de réaliser qu'en effet, ça n'arrive pas qu'aux autres, que ta propre mère est concernée, et donc vas-y, va voir. Et c'est comme ça, en 2018, donc, commence l'enquête. Prise de conscience, Lorraine Descartes, on franchit un peu les barrières de l'intime, mais c'est une réflexion, on bouscule les choses aussi depuis 10, 20 ans sur ce domaine-là, sur cette prise de conscience, sur ces formatages, des questions de genre aussi, par exemple. Vous voulez savoir, avoir un retour historique, c'est ça? Sur en tout cas, c'est votre expérience, peut-être d'abord. Sur le mot féminicide aussi, qui est apparu il n'y a pas très longtemps dans les médias. Dans les médias, oui. Après, c'est important de dire qu'il est rattaché à une longue tradition universitaire que je détaille dans le livre, avec notamment beaucoup de penseuses latino-américaines. Et du coup, vous voulez que je vous parle de... Je suis désolée, en fait, j'ai du mal à parler de ça à la radio. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages intimes dans ce livre. C'est pas évident pour moi d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que c'est important qu'on soit un homme ou une femme, de questionner son entourage sur la violence et aussi de se questionner intimement. Moi, en tout cas, c'est aussi la démarche que j'ai eue dans le livre. Et je pense que ce livre, j'espère en tout cas qu'il va inspirer d'autres personnes, lecteurs, lectrices, à prendre la parole aussi sur le vécu de la violence au sein de nos propres familles. C'est aussi ce que je raconte dans mon livre. Eh ben, on va écouter justement l'une des lectrices qui a lu votre livre. C'est Agathe, elle est libraire dans le 20e arrondissement de la capitale. Pour nous, libraire, c'est vraiment un essai essentiel qui mêle à la fois témoignage, enquête. Il y a beaucoup de données chiffrées, c'est une enquête autant au cœur des familles endeuillées, mais qui va aussi donner la parole à des femmes qui ont échappé à cette violence, qui sont des rescapées, mais à la toute fin du livre, et c'est vraiment le prolongement d'une réflexion globale. Lorraine Descartes va dans des groupes de parole d'hommes violents, qui essaie de ne pas récidiver, et je trouve que c'est vraiment un complément très important pour essayer de comprendre le phénomène dans son ensemble. On apprend vraiment plein de choses, c'est vraiment un essai essentiel pour comprendre que les féminicides n'ont pas lieu que ailleurs, et qu'en France il est largement temps, de manière individuelle, collective et gouvernementale, de prendre ce sujet à bras-le-corps. Ouais, c'est cette prise de conscience dont on parlait il y a quelques instants, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, et vos deux livres y participent. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Cette notion de l'intime, Mathieu, vous l'avez exposé dès le documentaire et la série. On la retrouve aussi dans votre livre. Vous racontez, mais tout comme Lorraine, des parties de votre vie. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ces moments-là? Qu'est-ce que je faisais? Comment je me suis construit aussi? Tout ça, c'est pour montrer aussi les mécanismes de domination, est-ce que ces sujets me concernent ou pas?
Moi, je suis l'aîné d'une fratrie avec 2 petites sœurs. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas vraiment posé la question, comme je l'ai dit, de mon comportement et mon rapport peut-être de domination avec les filles et les femmes de mon entourage. Et quand je me suis retrouvé au milieu de tous ces hommes qui sont des hommes violents parce qu'ils ont commis des actes violents, mais quand j'étais avec eux, je m'entendais bien avec eux, on allait boire des bières ensemble, je riais très souvent à leurs blagues aussi, il faut dire la vérité, et je réalisais que ces mecs, à part qu'ils étaient passés de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'ils avaient été condamnés, on avait beaucoup de choses en commun, on se ressemblait finalement beaucoup, et donc ça m'a amené aussi à me demander, est-ce que tout simplement, toi, tu serais pas un peu comme eux, mais juste la différence, c'est que personne n'a jamais porté plainte contre toi. Et donc j'ai essayé de scanner comme ça mes 20-25 dernières années pour voir si j'avais dérapé, déconné, je sais pas comment le dire. Et j'avais l'impression de m'en sortir plutôt bien, jusqu'à ce que revienne ce souvenir de 2006, où j'avais 18 ans, et où je me souviens très bien avoir embrassé une fille de force, une fille que j'aimais mais qui elle ne m'aimait pas, et parce que exactement comme ces mecs que je rencontrais, je m'étais senti humilié, méprisé, rejeté, j'ai eu cette réaction violente, et il s'est jamais rien passé pour moi au niveau judiciaire, cette fille n'a jamais porté plainte, d'ailleurs on se voit encore et tout ça, mais mine de rien, si je m'en souviens encore 20 ans après, ou presque 20 ans après, c'est bien parce qu'à l'époque, je savais que c'était mal. Et ça m'a posé la question, du coup, de tous ces petits rapports de domination qu'on a, nous les hommes, tout en pensant être des mecs bien. Et là, on est très nombreux. Lorraine Descartes, est-ce qu'on est obligé de se mettre à nu pour écrire sur ce sujet-là? Est-ce qu'on est obligé d'interroger qui on est, ce qu'on a fait, pour pouvoir parler et toucher le lecteur sur ces sujets-là? On est obligé de rien, mais moi, c'est la promesse que je me suis faite quand j'ai décidé d'écrire ce livre. J'ai voulu être la plus honnête possible, aussi, évidemment vis-à-vis des familles, etc., des survivantes. Plus que d'objectivité, je pense que c'est l'honnêteté qui est important quand on est journaliste, et cette honnêteté, j'ai voulu aussi la faire coexister avec la voix l'honnêteté de la journaliste, la faire coexister avec la voix de la femme que je suis, et je pense que c'était en tout cas important pour moi de prendre la parole aussi là-dessus. Par rapport à ce que tu dis, Mathieu, effectivement, on dit souvent qu'il n'y a pas en violence conjugale, qu'il n'y a pas de bonne victime, etc. Puisque quand il y a une affaire, ce qu'on avait vu avec Nafissatou Diallo, qui avait... dans le cas de l'affaire DSK. Voilà, c'est ça, où tout son passé avait été fouillé, enfin, c'était extrêmement violent. On pourrait faire un parallèle dans le sens où il n'y a pas non plus de mauvais auteurs, entre guillemets, parce que c'est des hommes qui peuvent nous agacer. D'ailleurs, il y en a certains dans le livre, c'est le cas, mais aussi nous émouvoir, nous faire rire, auxquels on s'attache aussi parfois. C'est aussi des hommes qu'on aime, qui font partie de nos familles quand on est une femme. Et ces liens affectifs, le plus important, je pense, c'est de savoir les reconnaître, parce que c'est ce qui rend aussi toute la difficulté de travailler sur ce sujet-là. Mais les reconnaître, c'est pas nous rendre complices à partir du moment où on n'ignore pas cette violence, on cautionne pas le déni. C'est une ligne de crête qui est assez difficile à cerner, mais en tout cas, il faut s'y tenir, parce que en fait, ces individus, ces hommes auteurs de violences conjugales, ça reste des individus, et c'est les symptômes d'un système qui produit ce mal. C'est mal, si on permet ce jeu de mots. C'est le système qu'il faut questionner. Alors, pour questionner le système, évidemment, vous avez choisi tous les deux de donner la parole à ces hommes violents. Lorraine Descartes, vous avertissez en première page de votre livre, enfin en tout cas à l'intérieur, il n'y a aucun travail de mémoire à effectuer envers les criminels. Ce sont des victimes dont il faut se souvenir. C'est aussi une question qu'on se pose ici. À qui donner la parole? La victime, évidemment, mais c'est pas toujours évident. La première fois, en tout cas, c'est pas toujours évident de rapporter leurs paroles. Vous expliquez notamment en 2018, vous essayez de joindre l'approche d'une victime, et vous n'allez pas lui parler de féminicide, mais d'homicide, parce que c'est plus simple à l'époque, oui, et ça complique moins les choses. Céloa, c'est quelqu'un de très important dans le livre. Effectivement, elle a été tuée en 2018. Sa famille est
On se suit depuis plusieurs années. Ces hommes, j'ai pas voulu les meurtriers. Non, j'ai pas mis leur nom de famille parce que je pense qu'on est dans une culture aussi qui a parfois tendance à avoir une fascination pour la figure du bourreau. Et c'est bien ce que je dis. Bon, il n'y a qu'à voir le nombre de séries télévisées sur les serial killers ou les meurtriers. Moi, les héroïnes dans mon livre, c'est les absentes. C'est elles dont il faut rapporter la mémoire, raconter qui elles étaient aussi, au-delà du moment du meurtre. C'était des femmes qui avaient des rêves, des vies. C'est Loa, par exemple, ça avait été une actrice. Sa famille, elle continue à vivre aussi avec cette disparition, et c'est cette histoire-là dont je voulais parler, tout en respectant tout le monde. Et je fais bien la différence entre les meurtriers et les auteurs de violences conjugales dont je parle dans le livre. Il faut quand même toujours... voilà. Mathieu Palin, vous aussi, vous êtes évidemment allé à la rencontre de ces victimes, et notamment Cécile. Cécile, c'est l'une des premières personnes à qui vous parlez, et ce qui vous perturbe le plus, si je me souviens bien de votre livre, c'est que son ami, Julien, peut vous ressembler. Il est très violent, mais ça peut être quelqu'un comme vous. Et ça, c'est quelque chose de très fort, et ça va vous lier très fort avec Cécile. Oui, en fait, il s'est passé une sorte d'heureux hasard, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais quasiment au moment où je commence à m'intéresser à ces questions, et je sais que j'ai la possibilité d'intégrer un groupe de parole, je reçois ce mail de cette femme, Cécile, qui écrit à France Culture, parce qu'à l'époque, je travaille pour Les Pieds sur Terre, l'émission de Sonia Kronlund. Et Sonia me transfère ce mail, et c'est une fille que je vais voir, mais presque par hasard, sans connaître son histoire, juste parce que je trouve que son mail est plutôt bien écrit, bien tourné, et ça me pique suffisamment pour que j'ai envie de la rencontrer. Et je suis bouleversé par cet entretien, parce que je vois quelqu'un de brisé en face de moi, qui n'a pas été reconnu comme victime. Elle a été accusée retournement de situation par l'homme qui l'a tabassé pendant plus de 45 minutes. Et donc elle doit se défendre d'une accusation de violence, elle, alors qu'elle est la victime, mais pas reconnue par la justice. Et elle va mener pendant en parallèle de cette enquête que je mène moi aussi, elle va mener une enquête personnelle pour essayer de comprendre, déjà de surmonter cette colère qu'elle a, essayer de guérir de ça, et essayer de comprendre pourquoi, de manière systématique, elle s'est mise en couple avec des hommes comme ce Julien, qui en effet est un mec qui vit à Paris, qui travaille dans la vidéo, un monsieur tout le monde. Et pourquoi systématiquement elle s'est mise en couple avec des mecs qui pouvaient basculer dans la violence. Et cette réflexion, ce travail sur elle-même, l'amène à remettre en question aussi la manière avec laquelle elle a été élevée et la figure de son père, un homme violent, mais qui n'a jamais eu aucun problème, puisqu'il est cardiologue, très réputé. Il habite une belle maison avec un jardin, il a un statut, des amis, une réputation. Et au fil de ce travail, elle décide de couper les ponts. Mais ça lui a pris 4 ans. Au début, tu n'as pas peur. Tu ne vis pas avec la peur. Tu vis avec un homme que tu aimes et qui t'aime. Tu le crois au début. Au début, amoureuse, l'amour, le grand mot. Amoureuse et même retomber amoureuse après les excuses. Au début, entendre parler de femmes battues et se dire « mais elles n'ont qu'à partir ». Mais l'emprise, la terreur, si tu ne les as pas vécues, l'épuisement. Au début, tu ne comprends pas. Au début, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Puis, dès le matin, et chaque matin, qu'est-ce qui va se passer? Puis, dès le matin et chaque matin, si je dis ça ou ça, si je fais ça ou ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y passer? Passer une autre journée? Marcher sur des œufs. Lecture de notre lectrice du book club Jacqueline Marcher sur des œufs, dans ce recueil de poèmes qui s'appelle Rouge pute de Perrine Lequérec. Puisqu'on s'interroge sur les mots qu'on met sur ces violences, on voulait vous faire partager ce poème.
mettre des mots, choisir les bons mots, c'est très important pour écrire, pour parler de cette thématique. Lorraine Descartes, comment vous faites pour avoir les bons mots ? C'est une bonne question. Moi, par exemple, je pense que c'est un petit peu différent de ton approche, Mathieu, mais dans le livre, je pense qu'il y a une distinction entre homme violent et homme auteur de violence conjugale, et ça me paraît important de l'expliciter ici. L'homme violent, c'est quelqu'un qui a un rapport structurellement violent à la violence. En général, ça se voit. Et je pense que dans le livre, c'est incarné par l'histoire du meurtrier de Séloua, qui est reconnu au moment du procès comme une personnalité psychopathique. C'est un multirécidiviste des violences d'ailleurs misogynes. Le soir même du meurtre de Séloua, c'est quelqu'un qui l'a tué à main nue. Je le précise parce que c'est assez rare, vu que normalement c'est beaucoup arme blanche, arme à feu. Il a agressé quelques minutes ou une demi-heure avant une autre femme dans la rue, etc. Et il y a aussi le témoignage de la survivante, de son ex-compagne, Magali, qui portait plainte alors qu'elle était sous ordonnance de protection et téléphone grave danger 6 mois avant ce meurtre. Et l'auteur de violence conjugale, c'est un terme qui permet de mettre en lumière le fait que c'est un comportement qui est violent, et je pense que c'est là aussi où il y a, entre guillemets, et c'est moi qui travaille depuis 7 ans sur les féminicides, qu'il dit une forme d'espoir, ou en tout cas qu'il y a quelque chose sur lequel on peut travailler, c'est le comportement. Les comportements, ça peut se changer. Et j'aime bien aussi ce mot parce que auteur, c'est un rapport à l'écriture. Et je fais un parallèle avec l'anthropologue latino-américaine Rita Segato, qui est une penseuse extrêmement importante quand on s'intéresse au féminicide, et qui explique que la violence, c'est aussi l'écriture sur le corps des femmes. Et on peut se dire peut-être que cette violence misogyne, cette violence conjugale aussi, c'est une manière d'imprimer une certaine virilité dont on ne veut plus sur nos corps de femmes. Mathieu Palin, les choses peuvent changer. Vous aussi, vous avez été témoin de formes de reconstruction ? Oui, malgré tout. J'ai très peu entendu, en effet, d'aveux comme ça, mais j'en ai entendu un, Romain, qui... Pour autant, quand je suis allé de l'autre côté du miroir et que j'ai été rencontrer sa femme, j'ai entendu que l'histoire qu'il m'avait livrée était quand même à nuancer. Mais il a entamé un travail, justement, pour essayer de changer. C'est difficile de changer quand on a 40, 45, 50 ans et qu'on a derrière soi toute une construction, toute une éducation qui nous a conduit à la violence, quand on a suivi des modèles de virilité qui nous ont appris à ne pas dire quand on est triste, quand on est en colère, à tout garder pour soi, à attendre que ça explose. Tout ça, c'est très compliqué de le remettre en question, surtout quand on arrive à un certain âge. Dans ces groupes de parole, l'animatrice qui maintenant est référente au niveau national pour essayer d'empêcher ces hommes de récidiver m'a dit que maintenant elle arrêtait de prendre des hommes d'un certain âge parce qu'il fallait se concentrer sur les jeunes et les jeunes parents. Parce que l'espoir, c'est sur la génération qui vient. Changer un homme de 65 ans, c'est presque croire au Père Noël. Ça arrive, mais c'est très rare. Lorraine Descartes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Mathieu. Effectivement, la question de l'âge se pose, et dans le livre, il y a l'histoire de ce nono qui est un octogénaire et qui est donc dans ce foyer parce qu'il y avait les groupes de responsabilisation, mais je les ai suivis aussi au quotidien vu qu'ils s'étaient placés dans ce foyer. Et bon, je pense qu'on comprend quand on lit le livre que ça a l'air compliqué de son côté parce que lui, c'est vraiment « je n'ai rien fait du début à la fin ». Par contre, j'ai trouvé une forme d'espoir dans le témoignage d'un homme qui est sexagénaire. C'est important de le dire, mais il avait un certain statut social, c'était un directeur. Je le dis parce que c'est important aussi de lutter contre cette idée reçue que ça ne concerne que l'autre, l'étranger, le pauvre, etc. Et donc ce directeur qui venait au centre depuis 1 an, aussi maintenant pour un suivi individuel, il en est arrivé à me dire « je remercie ma femme d'avoir porté plainte parce que sinon ça aurait fini aux assises ». Donc il y a encore des choses qui peuvent changer, qui vont changer, et notamment grâce à vos 2 livres. Nos absentes à l'origine des féminicides, c'est au Seuil. Lorraine Descartes, merci beaucoup d'être venue ce midi sur France Culture. Mathieu Palin, Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents, c'est aux éditions Les Arènes. Vous utilisez tous les 2 le pronom « nos », il nous implique et donc il nous oblige. Merci pour ça. Merci. 13h24 sur France Culture, l'heure d'accueillir Charles Danzig dans le Book Club. Pour ses quadritèmes, on découvre cette autrice afro-américaine du mouvement de la Renaissance de Harlem. La littérature n'est pas une affaire de langue, elle est une affaire de pensée.
Ce n'est pas par la langue qu'on se rapproche de l'authenticité. La preuve la plus frappante en est sans doute que nous lisons en traduction et que nous percevons quand même les tonalités d'origine. La langue donnée par la littérature de fiction à ses personnages n'est pas moins un équivalent que ses récits. Un des pièges dans lesquels elle tombe parfois est le langage vernaculaire. Les auteurs qui l'utilisent le font par scrupule ou par illusion scientifique. Quelle que soit la raison, ce langage qui, à leur idée, est ce qu'ils font de plus vivant, est en réalité le plus mort. À quoi réfléchissent-ils? Pour décrire une tapisserie, collent-ils un échantillon dans leur page? En quoi le parler vernaculaire transcrit par les auteurs est-il exact? Il ne peut l'être qu'en partie. Pour commencer, le souci d'authenticité ne va pas jusqu'à reproduire les hésitations de tout dialogue, les silences subis, les et autres interjections machinales, les raclements de gorge, les montées de ton pour garder la parole, et ainsi de suite. Cela a été tenté, si je me rappelle bien, dans un livre d'entretien de Marguerite Duras. Elle et son interlocutrice avaient fait reproduire, plus ou moins tel quel, un enregistrement de leur conversation. Je dis plus ou moins tel quel. Il n'existe jamais à l'écrit de reproduction à l'identique. La littérature résiste au calque. Ce livre, qui n'était pas de la littérature mais un recueil d'entretiens, donnait l'impression de suivre le vrai rythme d'un dialogue. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était épuisant. On avait compris. Quelques lignes auraient suffi. De même, quand dans un roman on place une scène de dîner, on suggère, on ne donne pas la recette de cuisine. Il y a plus important, la justice. Quand on parle de gens faisant partie d'une communauté maltraitée, sinon même opprimée, et pendant longtemps à l'écart de la représentation littéraire, on veut lui rendre ce qui lui appartient. Et c'est donc légitimement que certains écrivains noirs américains se sont demandé comment reproduire le parler courant de noirs, différent d'eux, car eux étaient très souvent diplômés, celui des charretiers, celui des couturières. Zora Neale Hurston, romancière de la Harlem Renaissance et ayant fait des études d'ethnologie, a publié en 1937 un roman, « Mais leurs yeux dardaient sur Dieu », où le langage de ces personnages noirs est entièrement vernaculaire. Cela le rend pénible à lire, et peut-être, d'une certaine façon, nuisible à l'intention de l'autrice. D'une part, rien ne s'étiole plus vite que les parlers vernaculaires, les argots, les particularismes. D'autre part, avant même cette péremption, il faut presque un lexique au non-locuteur pour comprendre. Les autres ont compris que le plus efficace consistait, comme pour tout le reste, à donner un équivalent en utilisant non les mots de la langue vernaculaire, mais la forme des phrases. Quelques indications suffisent, comme un dièse sur une portée. Et celui qui lit, habitué à ces conventions, entend la musique exacte. Les quadrithèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Je vous renvoie aussi au compte Book Club Culture, je vais y arriver, pour retrouver aussi notre lectrice Léa qui nous a donné des conseils lecture sur d'autres enquêtes, romans et graphiques. Voilà pour cette édition. On va se retrouver évidemment demain et je dis un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Oriane Delacroix, Didier Pinault, Zora Vignet et Alexandra Lajbegovic. Thomas Beau à la réalisation et ce midi à la prise de son, Jacques Hubert. Le Book Club revient évidemment demain.